À la fin du XVIIIe siècle, deux édits de dirigeants du continent eurasien ont mis fin aux études en sinologie des missionnaires qui avaient eu le monopole du lien entre la Chine et le monde occidental pendant plus d'un siècle. Le pape Clément XIV a dissous l'ordre des Jésuites, ne leur laissant aucune échappatoire. En Chine, l'empereur Qianlong a promulgué l'interdiction du travail d'évangélisation des missionnaires, mettant fin à leur carrière. Face à cela, les missionnaires jésuites ont peu à peu disparu. Les échanges entre la Chine et l'Occident se sont encore affaiblis après un redressement provisoire difficile. Néanmoins, l'étude de la sinologie a repris vie en passant des mains de l'Église à celles des universitaires. On a redécouvert les récits de voyage, les correspondances et les ouvrages amassés par les missionnaires pendant des siècles. Des chercheurs européens ont commencé à redécouvrir la Chine à travers ces dossiers. Les sinologues professionnels n'avaient alors plus à se préoccuper du travail d'évangélisation, ce qui a permis à la sinologie de ne plus être déformée par les rumeurs et les légendes. Elle est devenue une véritable discipline. Le 8 mai 1829, il y avait une grande animation au dehors de l'imprimerie royale de Paris. Les personnes rassemblées débattaient et discutaient avec véhémence. Ils n'avaient pourtant que deux sujets. Quelle était la physionomie des Chinois? Y avait-il des gens à Paris qui connaissaient vraiment le chinois? La Chine était tellement loin qu'on aurait dit qu'il s'agissait d'une autre planète. Peu de temps avant, 4 chrétiens chinois étaient venus à Paris. C'était déjà en soi une nouvelle surprenante. Ce qui était plus surprenant, c'est qu'un certain Abel Rémusat, à Paris, prétendait qu'il connaissait la langue chinoise. C'est ainsi qu'une entrevue remarquable fut organisée à l'imprimerie royale. Sous les regards curieux et suspects, Rémusat entra, entouré d'étudiants. C'était la première fois qu'il présentait ses longues années de recherche devant le public. Le Moniteur de Paris a rapporté les faits à la façon d'un commentaire sur place. Rémusat parle avec les Chinois comme on se parle en français. Seulement, il tenait un crayon dans la main. Son geste était élégant et allègre. Un sourire éclatait de temps en temps sur son visage. Ce qui nous fait l'envier, c'est que Rémusat a manifesté un goût littéraire que nous ne connaissons pas du tout. Il écrit très bien les caractères chinois. Tout à coup, Rémusat est devenu une vedette culturelle à Paris. Die Biografie erzählt, dass als kleiner Junge mal von den Tuilerien, also der Pariser Prachtstraße, ein Stück herunterfiel und dabei sich sehr verletzte und ein Auge verlor. Dadurch war er im Vergleich zu anderen Kindern dann doch etwas eingeschränkt. Cependant, cela l'a fait se plonger dans les livres. Un jour, il a découvert chez un chercheur un joli ouvrage sur les plantes. Il y avait des caractères bizarres dedans, qui étaient en fait du chinois. Personne ne pouvait les comprendre. Und die Legende geht, da wollte der Junge
später mal auch diese Schrift und das alles lesen können. La Bibliothèque nationale de France est une des plus grandes bibliothèques dans le monde entier. Les citoyens français de plus de 18 ans peuvent y emprunter à leur gré les immenses collections qui s'y trouvent. 2 siècles avant, un garçon de 18 ans est venu ici plusieurs fois. Espérant emprunter Notitia Linguae Sinicae du jésuite Joseph-Henri-Marie de Prémère, cela lui a toujours été refusé. Napoléon Ier a rédigé un dictionnaire de chinois qui convoquait tous les livres en rapport avec cette langue. Rémusat était lui obligé d'aller à Berlin et à Saint-Pétersbourg. Il se servait des ouvrages dispersés des missionnaires pour s'instruire en chinois. L'histoire est pleine d'ironie. Les mérites militaires de Napoléon l'ont inscrit dans la mémoire des gens, alors que son dictionnaire de chinois est tombé dans l'oubli. En même temps, un chercheur inconnu a créé une nouvelle ère pour la sinologie grâce à ses propres efforts. Et ça voulait dire je ne comprends rien parce que vous parlez de la manière la plus difficile qui soit pour un Français. Et évidemment, ça reflète la difficulté de la langue chinoise pour les Français et le peu de gens qui la maîtrisaient. Il n'y avait plus en Europe de gens capables de lire du chinois depuis que les vieux missionnaires étaient morts. Donc Rémusat a une action remarquable dans le sens qu'il a relevé presque du néant quelque chose qui s'était éteint, une connaissance qui s'était éteinte, en tout cas en France. En août 1811, Rémusat a publié son premier article sur la Chine. Essai sur la langue et la littérature chinoise. Il s'est donné aussi ce nom chinois, Lai Musha. L'ouvrage signifie que cet étudiant de 23 ans est devenu un sinologue de premier ordre. Hélas, il n'y avait pas de chinois à ses côtés. Érudit, il ne pouvait néanmoins pas parler chinois. Deux ans plus tard, il a obtenu le titre de docteur de la faculté de Paris par une thèse sur l'observation de la langue dans la médecine chinoise. À ce moment-là, le désordre régnait dans Paris. Napoléon était incapable de résister à l'armée de la coalition. Paris s'est effondré, le héros perdu a été exilé. Bien qu'il ait perdu un œil, Rémusat n'arrivait pas à échapper au service militaire. Le professeur de Sacy, qui était leader du milieu académique français, l'aida. Rémusat fut nommé chirurgien aide-major des hôpitaux militaires de Paris. Il apaisa les douleurs des soldats grâce à son savoir dans le domaine médical. Mais à quand la fin des malheurs ? Dans la ville animée de Paris se trouve une construction simple. Elle a attiré l'attention de nombreux chercheurs. Elle fait aussi partie de la vie quotidienne de la population. C'est le Collège de France. Docet Omnia représente l'idéal des chercheurs du Collège de France. Enseigner tout à tous. La devise du collège y a été gravée. Depuis sa fondation en 1530, tout le monde, riche prince ou simple marchand, peut choisir librement ses cours en fonction de ses aspirations. Le 11 décembre 1814, le Collège de France a créé des cours de sanskrit, d'hindoustani, de chinois et de mandchou, sous l'initiative du professeur de Sacy. À l'âge de 26 ans, Rémusat est devenu le premier professeur de sinologie dans l'histoire occidentale. Le milieu de la sinologie occidentale
considère ce jour-là comme celui de la naissance de la sinologie professionnelle. 从1814年以后，我们再去看这个法国的汉学界呢，和这以前所不同呢，就是他们已经脱离了宗教，和宗教已经完全没有关系了。比如雷穆沙以及后来的儒联，这些都是职业的研究员。然后这个优势一直保持到二战，在二战以前，应该说整个汉学的中心，西方汉学中心就在法国，就在巴黎，可以说。 Rémusat avait un public nombreux durant ses cours. Un jour, alors qu'il expliquait ses nouvelles recherches sur Tao Te Ching, il y avait un étudiant qui s'appliquait dans la salle. C'était le philosophe allemand Hegel. Rémusat n'a pas changé la perception de Hegel sur la Chine. Mais il a influencé sa compréhension de Lao Tzu et du taoïsme, de même que la théorie philosophique de Hegel. C'est un taoïsme complètement différent de celui des missionnaires jésuites. Un taoïsme concernant la métaphysique et la spéculation. En 1814, la sinologie et la philosophie sont entrées dans le système universitaire presque au même moment en France. Cependant, la perception de la Chine par les Occidentaux a commencé à varier. Les disciples de Hegel ont exclu la philosophie chinoise de la philosophie, tandis que Rémusat avait encore beaucoup de respect pour la civilisation chinoise. Par une nuit d'été en 1824, une douce lumière s'échappait de la maison de Rémusat. Le professeur était en pleine discussion avec un visiteur important. C'était un visiteur attendu depuis longtemps. Lorsque son dictionnaire anglais-chinois et chinois-anglais fut publié pour la première fois, Rémusat fut impressionné. Par rapport à d'autres dictionnaires, son dictionnaire présente des avantages incomparables. Ce visiteur était Robert Morrison, qui venait de quitter la Chine pour rentrer en Europe. 马礼逊他是英籍传教士，他到中国的时候困难重重，因为当时中国不允许外国人在华居留，所以说他是以美国人的身份拿着美国国务卿以及政要的介绍信。 Par une nuit calme de septembre en 1807, dans l'hôtel commercial américain à Canton, un Anglais cachait les lumières avec précaution. Puis, il commença à apprendre le chinois. À côté de lui, l'enseignant de chinois qu'il avait engagé avec difficulté, à un salaire élevé, gardait du poison sur lui. Il était prêt à en prendre s'il devait être découvert par le gouvernement. Cet homme n'était autre que Morrison. 2 ans plus tôt, l'empereur Jiaqing avait réaffirmé l'interdiction des activités missionnaires dans la province du Guangdong, en raison de l'agitation intérieure et de la situation de plus en plus grave de l'extérieur. Le gouvernement Qing avait proclamé l'interdiction des activités missionnaires. Il était défendu de laisser entrer les missionnaires à l'intérieur du pays. Les Chinois ne devaient pas croire au christianisme. Ils ne devaient pas apprendre le chinois aux étrangers. Ceux qui s'y essayaient étaient condamnés à des peines cruelles. C'était la mission de correction des coutumes. De Kangxi à Yongzheng, puis à Tianlong et enfin à Jiaqing, plus de 2 siècles ont passé. La querelle concernant les rites a laissé son empreinte. Le gouvernement Qing a fermé sa porte aux missionnaires européens. 1834年又被那个任命的这个新的英国商务监督，就是在中国前前后后生活了27年，最后呢也是死在中国，葬在澳门。 Au dernier moment de sa vie, Morrison a laissé son testament. Il espérait qu'un institut de chinois soit créé à Londres. Il voulait faire don de sa collection de 15 000 livres chinois à l'institut. La raison est qu'en sinologie, la France, qui était le vieil ennemi de l'Angleterre, était déjà très avancée. En 1837, son ami intime,
Sir George Thomas Staunton servait d'exécuteur du testament. Des années d'efforts ont abouti à un accord avec l'Université de Londres. Elle a créé des conférences sur la sinologie pendant 5 ans. Staunton est considéré comme le père de la sinologie en Angleterre. Mais c'est aussi lui qui a plongé la Chine dans la misère. Pour débrouiller l'histoire, il faut remonter 30 ans en arrière. Début 1792, malgré un déficit financier de plus de 200 millions de livres sterling, le gouvernement anglais a décidé de dépenser 70 000 livres dans une mission au sein de l'Empire de Chine. Ayant accompli la révolution industrielle, les Anglais avaient grand besoin de cet immense marché. Mais le comte Macartney, désigné pour cette mission, tardait à appareiller. Il se rendit compte, non sans un certain malaise, qu'il n'arrivait pas à trouver d'interprète en chinois en Angleterre. Son assistant, Sir George Leonard Staunton, avait parcouru toute l'Europe sans trouver personne qui connaissait le chinois. And they found 2 Chinese scribes in Naples, obviously in Italy, and negotiations were made, and the scribes were brought to England and accompanied the mission to China. Le 14 septembre 1793, à la résidence en montagne de Changde, suite à un voyage d'une année, Macartney obtint la permission de se présenter devant l'empereur Qianlong, âgé de 83 ans. Afin d'ouvrir les grandes portes de la Chine et de présenter leur propre civilisation à leur modèle d'antan, les Anglais avaient sélectionné des cadeaux avec beaucoup de soin. C'étaient les nouvelles œuvres de la révolution industrielle. À leur surprise, les cadeaux servirent en réalité de tribut à la cour. Macartney avait échoué en quelque sorte. Le Céleste Empire ne manque de rien. Nous n'avons que faire de vos ingénieuses inventions et nous n'avons aucun besoin des produits de votre pays. Renvoyez cette mission diplomatique dans son pays. La réponse de l'empereur était claire. Je n'ai aucun intérêt pour vos produits. Dépêchez-vous de partir. Heureusement, un garçon avait attiré l'attention de Qianlong. Autrement, cette entrevue serait restée aux yeux de l'histoire un échec total. Qianlong fut très content d'apprendre qu'un garçon étranger, faisant partie de la mission, pouvait parler chinois. Il lui offrit un jade et son sac de décoration. Ce garçon était le fils de Staunton, Sir George Thomas Staunton. The young boy Staunton was very much a linguist, and he actually, on the 11-month voyage, managed to learn some spoken and written Chinese from these Chinese people from Naples. Macartney attribua donc l'échec de cette mission à l'absence d'interprète convenable. La langue constituait le grand obstacle qui lui refusait l'accès à l'Empire de Chine. Si quelqu'un devait être content dans cette mission, ça devait être le fils Staunton. Il devint une célébrité dès son retour en Angleterre. Sa discussion avec Qianlong et les cadeaux qu'il avait reçus l'avaient couvert d'une lueur chinoise. En 1798, à 17 ans, le jeune Staunton devint secrétaire dans l'établissement de commerce à Canton de la Compagnie britannique des Indes orientales. Il devint ensuite le seul interprète en chinois de la Compagnie britannique des Indes orientales. À partir de 1800, Staunton, qui sentait l'ignorance de l'Occident vis-à-vis du système chinois,
traduisit 436 articles de Ta Tsing Luli en anglais. Il pensait que malgré quelques défauts, la loi chinoise était recommandable dans de nombreux endroits, recommandable même pour les pays civilisés qui ont de la chance comme nous. The reception of his book was mainly done through, by the intellectuals at the time, mostly philosophers, people of knowledge in Europe, who were interested about the not only about the configuration and outlook of China, but of the meaning of the governance, of the structure, how China is functioning, of the different strata of the society, how emperor is working. En 1810, la version anglaise de Ta Tsing Luli fut publiée. Ensuite, l'ouvrage fut traduit de l'anglais en français, en espagnol, en italien, avant d'être distribué en Europe continentale. Cela marque la fin de la période où l'Angleterre retraduisait les œuvres chinoises en langue de l'Europe continentale et marque le début des échanges culturels directs sino-britanniques. En 1816, les Anglais vainquirent Napoléon en mettant fin aux guerres qui duraient depuis presque 20 ans en Europe continentale. Relâché, le roi décida tout de suite d'envoyer à nouveau une mission en Chine. Bien que la Chine était rabaissée au rang de demi-barbare par l'Occident, l'attachement des Européens au thé présentait l'opportunité de faire fortune. Pour éviter le même échec, le roi engagea un sinologue comme assistant, le jeune Stanton. À la nouvelle de cette mission anglaise, l'empereur Jiaqing convoqua Sun Yuting, gouverneur du Guangdong, en espérant que cet officier, reconnu pour sa connaissance de l'étranger, pourrait répondre à ses questions. Jiaqing lui demanda « Est-ce que l'Angleterre est riche et puissante ?» Sun lui répondit « Plus grande que plusieurs pays occidentaux, elle est puissante. Mais elle est puissante grâce à la richesse due à la Chine. » Jiaqing lui demanda la raison. Sun expliqua que l'Angleterre vendait du thé acheté de Chine à des pays plus petits et que si nous interdisons la vente du thé à l'étranger, il sera pauvre et faible, pas question de devenir puissant. Ils éclatèrent de rire. 第二次来华使团，它注定也还是要失败的。如果你看一下，就是马嘎尔尼使团和第二次阿美士德使团，他们使华的目的的话，你会发现，即使是经历了2次鸦片战争，他们最后通过不平等条约所获得的种种的政治上和经济上的特权，都还没有完全实现他们来华使华的时候的全部的目标。所以说，从这个角度来说，他们对于使华寄予的希望太大。 La lettre, écrite par Jiaqing au régent anglais, désespéra les Anglais. J'espère que vous n'enverrez plus de missions qui ne causent que le trouble du voyage. Les Anglais ne sont pas les bienvenus sous la dynastie des Qing. N'envoyez plus de missions à l'avenir. La nouvelle de l'échec de cette mission arriva en Europe en 3 mois. Le bruit, selon lequel il fallait conquérir la Chine par la force, commença à circuler. Cependant, l'empereur Napoléon, qui était prisonnier, avait une opinion différente. Si j'étais anglais, je considérerais ceux qui provoquent la guerre contre la Chine comme les ennemis les plus dangereux du pays. Sans aucun doute, vous réussirez en capturant leurs bateaux et en détruisant leur commerce. Mais vous leur ferez connaître leur force. Ils seront obligés de lutter contre vous et de se protéger. Ce jugement à long terme était une observation perspicace.
Cependant, aux yeux des Anglais, les problèmes du présent semblaient plus graves. Le 7 avril 1840, un débat intense eut lieu à la Chambre des communes. L'objectif était de savoir s'il fallait envoyer des armées expéditionnaires en Chine. Il y avait un député respectable participant au débat. Son discours a attiré l'attention. Si nous ne sommes pas respectés en Chine, bientôt nous ne le serons plus en Inde. Et petit à petit, ce sera le cas du monde entier. Ce député était Sir George Thomas Staunton, qui avait connu 2 échecs lors des 2 missions en Chine. À son retour en Angleterre, il avait payé cher pour une fonction dans la Chambre des communes. Sa rencontre avec la sinologie n'avait été que provisoire. Sa vraie ambition était de faire de la politique. Enfin, Staunton déclara avec fermeté « Même si c'est regrettable, j'insiste sur le fait que cette guerre est juste et nécessaire. »在人们的想象中，认为中国还是很强大的，但是，斯当东他们呢，以自己的实际见闻证明，实际上中国是很虚弱的，是一种外强中干的这种情况。由于他们的作证，直接促成了鸦片战争的这个爆发。L'Empire de Chine était encore plongé dans la défense nationale parletée. Sa connaissance de l'Angleterre était bornée au fait qu'on y mangeait des poudres difficiles à digérer provenant du bœuf et du mouton. Les Chinois pensaient que sans le thé et la rhubarbe des jardins, les Anglais allaient mourir en raison de problèmes de défécation. Quand Lin Zexu, officiel luttant contre l'opium, était arrivé à Canton, il avait aussi pensé que ces 2 ingrédients avaient le pouvoir de contrôler l'étranger. Il avait déclaré à l'empereur Daoguang « L'Angleterre n'oserait pas convoiter la Chine comme elle convoite d'autres pays. » Pourtant, les Anglais finirent par arriver, alors que les navires et les canons parcouraient le chemin familier le long de la ligne côtière de Canton à Tianjin. Peu de Chinois connaissaient la position géographique de l'Angleterre. Dans l'opposition entre l'ouverture et la fermeture, le résultat était déjà déterminé. Avec la fin de la première guerre de l'opium, l'enthousiasme pour la sinologie en Angleterre était retombé à zéro. Les canons étaient plus efficaces que la sinologie pour ouvrir le marché chinois. Les conférences de sinologie en Angleterre furent stoppées. Le sinologue anglais Robert Kenneway Douglas le regrettait. Mes compatriotes ne s'intéressaient qu'au commerce avec les Chinois, sans prêter attention aux affaires qui les concernent.